Une chose a profondément changé dans les forêts à l'ouest de l'Europe. Après un siècle de silence, une présence semble revenue comme d'outre-tombe. Les hardes de chevreuils se dispersent, les oiseaux interrompent leur chant, les arbres murmurent. Les hommes, habitués aux balades paisibles, ne se sentent plus les bienvenus. Dans la sombre verdure, une chose désormais les observe. La forêt est hantée. Au cours d'une centaine d'années, le paysage de la vieille Europe, parangon de la civilisation occidentale, est passé en un siècle d'un monde rural unanimement exploité en un désert démographique. Les champs ont laissé place aux marais, aux forêts, véritable aubaine pour les herbivores de toute taille. Ceux-ci, autrefois très rares, sont devenus prospères, et même certains surabondants. Or, là où les herbivores se rendent, alors inévitablement un jour, suivront les carnivores. Cette évidence échappa pourtant à la conscience des hommes. Ceux-ci, estropiés par 2 millénaires de monothéisme, ont préféré leur métaphysique et leurs idoles de papier aux phénomènes naturels, ce qui les rend particulièrement aveugles à la réalité du monde. Des pays entiers n'ont pu se préparer au retour des créatures qui ont fait leur légende et leurs cauchemars. Le lynx et l'ours reforment leurs effectifs et étendent leur territoire dans les montagnes. Si l'un reste fidèle à la discrétion qui fait sa légende, le second inquiète déjà certains qui voient d'un mauvais œil l'idée de côtoyer le plus gros carnivore terrestre. Mais il en est un autre, aussi svelte et discret que le lynx, mais aussi vorace que l'ours, qui ébranle particulièrement les esprits et l'héritage d'une civilisation entière. Le loup. Peu d'animaux enflamment autant les hommes que ce fauve. Le loup divise, émeut, irrite, fascine et tourmente. Mais les témoins de cet événement écologique ignorent presque tout de ce bandit des bois. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui nous allons parler de sa biologie, son comportement, son rapport avec l'homme, tout en décortiquant le vrai du faux qui a été dit à son égard. Aujourd'hui, c'est le jour du coming out. En effet, l'heure est venue de vous annoncer et de vous révéler ma véritable nature. Voilà environ 30 ans que le primate que je suis abrite en réalité le cœur d'un loup. Ouais, pas d'un renard plutôt? Ouais bon, de loup d'Abyssinie si tu veux être plus juste, étant donné son apparence qui lui donne également le surnom de renard du Simien. Si je me permets de sortir du bois aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait cette promesse à un prestigieux semblable, celui sans qui aucune seconde de cet exposé n'aurait vu le jour, celui qui fut à la fois un exemple, un chef et un ami. Ouais mais ça on s'en fout, assez parlé de Bibi, maintenant on entre dans le vif du sujet. Canis lupus est présent dans toutes les cultures qui le côtoient. Animal totem des sociétés païennes, il est en revanche le pire ennemi sauvage des religions monothéistes. La symbolique du loup est ambiguë et extrême. Il est associé entre autres à la destruction, la ruse perverse, la fécondité, la gloutonnerie, la sauvagerie, la débauche et la lubricité. Ah ouais, j'avoue, c'est tout toi. Alors penchons-nous sur cet animal omniprésent dans la culture occidentale et qui est pourtant si méconnu. Eh bien, messieurs, j'aimerais mettre à profit ce breakfast pour expliquer certaines petites choses à nos nouveaux amis, aussi expérimentés soient-ils. Son aspect est comparable à celui d'un chien, son confrère domestique, notamment avec les races loupoïdes. On va chercher l'erreur. Ah ouais, comme les bergers allemands ou les malamutes. Cependant, le loup est généralement plus svelte et proportionnellement plus haut sur pattes. Sa queue droite, cependant, le distingue totalement des chiens, qui eux, en revanche, ont la queue en arc de cercle. T'es sûr de ta phrase, là? Bref, sa queue est droite, de couleur grise-beige, avec la pointe noire. Ses oreilles, quant à elles, sont grandes, droites et aux pointes arrondies. Son pelage, du moins en général, est gris sur le dos et fauve-beige, variant parfois au roux sur les flancs et les pattes. Les babines et le cou sont de couleur blanche. Le mélanisme existe, mais la couleur noire vient en réalité du chien. Les loups noirs sont les descendants lointains d'une ancienne hybridation avec le chien domestique. Au garrot, la taille moyenne de cet animal atteint les 60 cm dans les régions européennes, comme en Italie ou en Espagne, mais elle peut atteindre les 80 cm en Sibérie ou en Amérique du Nord. Il en va de même pour son poids. Selon la sous-espèce, le poids moyen d'un adulte est autour de 25 à 40 kg. Mais encore une fois, il existe des petits comme des grands loups. Et en Amérique du Nord, certains peuvent dépasser les 50, voire les 60 kg. La période de reproduction dure de janvier à mars. Après une petite soixantaine de jours, la louve met bas à une portée de 3 à 8 louveteaux. C'est la seule portée de l'année.
Pendant la saison estivale, les louveteaux sont présentés à la meute. C'est alors là qu'ont lieu la grande majorité des hurlements au cours de l'année. La sociabilisation des petits dure alors jusqu'en septembre-octobre. Au milieu de l'automne, les jeunes sont assez grands pour rejoindre la meute à la chasse, et c'est principalement autour de cette période que certains aînés quitteront la meute pour fonder un autre territoire. Les loups vivent en meute, c'est-à-dire des groupes familiaux constitués d'un couple reproducteur et de leurs enfants. Le lien social et la cohésion sont ainsi très fortes, et les adultes se relayent d'ailleurs dans les soins et l'éducation des petits. Ce sens de la socialité est très fort chez d'autres espèces de canidés, comme les dôles, les lycaons, et même les chacals et coyotes à de moindres degrés. Extrêmement mobiles, les meutes occupent de larges territoires, qui peuvent aller de 100 à 200 km² en Europe méridionale, en Italie ou en Espagne par exemple, mais elles peuvent carrément atteindre les 200 et même les 800 km² dans les régions plus boréales comme en Sibérie ou en Amérique du Nord encore une fois. Le loup gris est une espèce ubiquitaire, c'est-à-dire qu'il s'adapte à une multitude d'habitats. Des forêts, garrigues, plaines, steppes, déserts et même toundra, tant qu'il y a suffisamment de proies, le loup s'installe. Et justement, de quoi il se nourrit? Eh bah, de tout ce qui bouge. Il s'attaque principalement aux ongulés sauvages. Le cerf élaphe, le chevreuil, le sanglier, le chamois et le daim en Eurasie, le cerf mulet, le cerf de Virginie, le wapiti, le mouflon et même le bison en Amérique du Nord. Mais son menu est plus que flexible. Il se nourrit également de charognes, d'animaux domestiques, surtout des ovins, mais aussi plus rarement de lièvres, de petits prédateurs et de rongeurs. Ses facultés d'adaptation sont telles qu'il est présent dans tous les habitats de l'hémisphère nord. La protection dont il bénéficie en Europe lui permet de recoloniser ses anciens territoires, non sans étincelles sur le monde rural. Le loup est un super prédateur, c'est-à-dire qu'une fois adulte, il se retrouve au sommet de la chaîne alimentaire. Les carnivores supérieurs se distinguent par leur capacité de mener une pression sur toutes les espèces présentes sur leur territoire. Seuls les autres super prédateurs sont capables de les affronter ou de les terrasser. En Amérique du Nord, l'ours brun, le puma et le glouton sont les principaux concurrents du loup. Seuls ces trois-là peuvent constituer une menace pour les loups adultes. On appelle ça la prédation intra-guilde. Les mésoprédateurs comme le coyote, le blaireau ou le pigargue ne peuvent tuer occasionnellement que les petits. En Europe occidentale, ce sont le loup, l'ours et le lynx boréal qui constituent la guilde des super prédateurs. Et pourtant, aucun d'entre eux ne partage la même niche écologique. L'ours, tout d'abord, est un omnivore, c'est-à-dire que son régime alimentaire est principalement constitué de baies, d'insectes et de graminées. La nourriture carnée ne représente pas du tout la première source dans l'alimentation du plantigrade. Le lynx, quant à lui, est un chasseur spécialisé. C'est un grand tueur de chevreuils et de lièvres. Rares sont les autres espèces qui figurent à son menu. Mais le loup, quant à lui, est un chasseur généraliste. Il s'attaque à des proies de toute taille, du canard allant jusqu'au cerf, voire le bison en Amérique du Nord. Il est ainsi le seul prédateur en Europe capable de réguler efficacement toutes les populations de grand gibier. Mais comme tout être vivant, le loup est également un grand opportuniste. C'est pour cette raison qu'il attaque surtout les individus affaiblis. Les catégories d'âge des cervidés tués sont surtout les fans et les individus vieillissants. Viennent également les mères portantes ou les mâles exténués après la période du rut. Faites des gosses. Le loup n'est pas un gros animal, mais la socialité lui permet d'accéder à des proies qui font 2 fois sa taille, voire plus. Si vous avez vu l'exposé sur le râteau-tenu, vous savez que la coopération et l'empathie sont des facteurs sélectifs importants chez certaines familles d'êtres vivants. Et chez les carnivores, l'aide parentale, qui consiste à participer à l'éducation des lardons même si ce n'est pas les siens, permet de réduire considérablement la mortalité infantile du groupe. Vu que la meute est avant tout une structure familiale, les spécialistes se sont même aperçus du sens désuet du terme alpha en ce qui concerne les canidés. The term alpha isn't really accurate when describing most of the leaders of wolf packs because the term implies that the wolves fought and competed strongly to get to the top of the pack. In actuality, the way they get there is merely by mating with a member of the opposite sex, producing a bunch of offspring, which are the rest of the pack then, and becoming the natural leaders that way, just like with a pair of humans producing a family. Instead of using the term alpha for a wolf, instead of saying alpha male or alpha female, scientists now tend to call wolves like that the breeding male and the breeding female. And or you can call them the mother wolf and the father wolf. There's really nothing wrong with that. Actually, you know, I'm very much to blame for the term alpha being used with wolves. I published a book in 1970 that now has over 110,000 copies in circulation, and in that I labeled the top wolf in the pack the alpha. And I did that because at that time that's all that science knew.
Ces mêmes travaux ont permis de mettre en lumière le rôle particulièrement important de la femelle reproductrice. En effet, c'est bien souvent mémère qui tient les rênes autour de la gestion et la défense de la meute. D'un autre côté, la chasse coopérative accroît les chances de réussite sur des proies de grande taille, ce qui apporte un apport énergétique considérable pour chaque individu par repas. La vie en groupe permet également d'augmenter les succès reproducteurs par la voie martiale. Malgré les risques de blessures ou de mort, les combats intergroupes représentent de grands avantages quant à la maîtrise du territoire et le monopole de la nourriture. Ce phénomène s'observe chez l'ensemble des prédateurs sociaux. Hyènes, babouins, coatis, chimpanzés et loups, tous ont intérêt à défendre leur territoire face aux voisins. When you got pups at a den, that pack next door wants to kill them because those pups are soldiers. Because wolf territorial battles are huge. And when humans aren't the major mortality factor, other wolves are. And territorial species are like that. They fight with each other for occupation of the landscape. Belliqueux et redoutable dans la défense de son territoire, le loup n'en reste pas moins un animal extrêmement coopératif et empathique. Contrairement à ce que des ignares pourraient croire, les loups sont bien plus tolérants avec leurs congénères que les chiens, qui eux sont beaucoup plus tyranniques et intraitables entre eux. En effet, les chiens domestiques et chiens errants d'ailleurs reproduisent une hiérarchie très linéaire, qui est comparable en fait avec celle entretenue par leurs ancêtres avec l'homme, qui se contente en fait de assis, couché, pour bouger, rapporte, voilà, très linéaire. Ce n'est pas du tout le cas chez le loup. Les liens sociaux des loups sont renforcés par le lien familial. Ils montrent des performances coopératives similaires aux chimpanzés, aux hyènes et aux éléphants. Avec des fortes facultés d'empathie et de réconciliation, le loup a une intelligence sociale digne de celle des grands singes. Rien d'étonnant quand on voit alors la remarquable expansion de l'espèce ces 10 dernières années. Une meute, une fois installée, va rester globalement toujours sur le même territoire. En revanche, la dispersion est effectuée par de jeunes individus poussés par le désir de fonder une nouvelle meute et de se reproduire. Mais, bordel de nom de Dieu, il y a bien un cul qui nous attend quelque part, à la ça à tous les coups. Le problème, c'est d'établir la liaison sans donner l'alarme. Vu qu'un individu ne peut pas se reproduire avec son frère ou sa sœur... Ah bon? Ah si, je te jure, eh ben il part en divagation. C'est ça qu'on appelle un loup solitaire, ou plus exactement un loup dispersant. C'est-à-dire, en fait, le loup ne peut pas atteindre son espérance de vie tout seul. Pour trouver un ou une partenaire, ces jeunes loups sont capables de parcourir des centaines et des centaines de kilomètres en l'espace de 2 ou 3 mois. Le Slovénien Slavko, par exemple, a parcouru plus de 1000 km pour fonder sa petite meute en Italie voisine. Et ses enfants, une fois adultes, seront capables de parcourir la même distance à leur tour. Mais le plus connu reste sûrement OR7. Non, c'est pas un robot, c'est un loup mâle originaire des montagnes de Wallowa, dans le nord-est de l'Oregon. Tout comme Slavko, OR7 a eu les glandes qui chatouillent, le poussant ainsi à partir courir la gueuse dans la nature. Le piège classique, les premières chaleurs du printemps. On commence à s'émouvoir sous l'édredon, une blouse un peu étroite qui ne demande qu'à s'ouvrir, les mains s'égarent, c'est chaud, c'est doux. Ça sent le café, le savon de Marseille. Équipé lui aussi d'un GPS, les scientifiques ont pu suivre tous ses déplacements et en ont eu pour leur argent. Né en 2009, il quitte sa meute natale à l'âge de 2 ans. En 2 mois, il parcourt environ 500 km et devient le premier loup enregistré dans l'ouest de l'Oregon après avoir été photographié à Butte Falls. Début 2012, il franchit également la frontière californienne. Alors il devient le premier loup repéré en Californie depuis 1924. Il parcourt alors les comtés de Siskiyou, de Shasta et de la Seine. En mars 2012, il repart en Oregon vers le comté de Klamath. En 6 mois, en gros, il a fait plus de 1600 km. Et c'est pas fini, hein, parce que OR7 continuera à faire les allers-retours entre l'Oregon et la Californie jusqu'à mai 2014, où il sera photographié avec un autre individu qui s'avérera être sa compagne en fait, une jeune louve originaire des montagnes de la Minam et de la Snake River. Ce qui veut dire qu'elle aussi a dû parcourir une putain de chier de distance. Hein. Le couple s'est finalement établi en Oregon, près de la frontière californienne. 2 de leurs petits ont été photographiés au mois de juin. Voilà qu'en 3 ans, une meute a popé à plus de 500 km du lieu de naissance des 2 parents. Slavko a fait 1176 km à travers 3 pays différents avant de s'installer. Il s'est en plus reproduit avec une louve italienne, ce qui veut dire que des ponts génétiques entre les différentes populations existent. OR7, lui, a fait 1640 km en 6 mois. Pour info, c'est environ le double de la distance à vol d'oiseau entre les Abruzzes et le parc du Mercantour. Et dire qu'on va encore trouver des gens qui parlent de réintroduction du loup en France. Retour naturel ou réintroduction des loups? À vous de juger. Pauvre con.
Certains ont même laissé filtrer que les loups auraient été réintroduits. Personnellement, j'y crois dur comme fer, parce que les loups ne réapparaissent pas dans une zone et en grand nombre du jour au lendemain. Bah si. Et c'est bien ça le problème quand une société n'anticipe pas son retour. Après, ce n'est pas tant de la connerie, mais plutôt une méconnaissance totale de l'animal qui mène à un ensemble d'infox partagés notamment sur le net, comme la théorie des loups réintroduits par exemple. Rien qu'en prenant 3 pays européens, vous pouvez voir que la dispersion du loup se fait de la même manière. En France, très rapidement, le loup avance par grands pas dans l'est des Pyrénées, les Cévennes, ainsi qu'au nord de la Bourgogne et dans les Vosges. En Allemagne, le Brandebourg et la Saxe font office des premiers et gros foyers de colonisation, mais on en voit facilement apparaître et très rapidement, très loin de ces deux régions, comme en Bavière, au Danemark et même vers les Pays-Bas. En Suisse c'est pareil, on a un premier foyer de population qui s'établit plutôt dans le Valais, mais une colonisation qui s'oriente vers le nord-est et qui traverse les Alpes en arrivant même aux abords du plateau. C'est du loup quoi, c'est étonnant, ça demande réflexion. Les épopées de Slavko et d'OR7 nous montrent que la dispersion du loup ne se fait pas comme une tache d'huile, progressivement, mais plutôt par grands bonds successifs, avec des ponts même génétiques entre les différentes populations. C'est un animal qui s'adapte à tout, et qui est capable de parcourir des distances titanesques en un temps record, avant de fonder un nouveau territoire. The winter was so